Vivez une aventure humaine. Prenez le temps et prenez du plaisir à faire ce que vous avez à faire sur le moment. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à passer à autre chose et grandir. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui permet aux invités de nous partager leur vision et comment elles voient le leadership au quotidien dans les grandes entreprises et surtout au sein des Codir et des Comex. Bienvenue Zora, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Écoute Zora, je vais faire une petite présentation de qui tu es et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es du coup DRH des ressources humaines au sein du groupe La Poste. Tu es aussi une ancienne basketteuse. Mais ça, c'est quelque chose qui est encore dans ton quotidien et que tu as encore beaucoup d'appétence pour tout ça. Et tu es également militante associative, tout ce qui est autour de la citoyenneté, de l'égalité des chances. Donc merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui et de nous partager tout ton parcours, tous tes conseils et tes stratégies autour du leadership. Merci. On démarre avec la première question, Zora. C'est quelle est ta propre définition du leadership ? Alors, paradoxalement, pour moi, le leadership, c'est plutôt une mise en retrait. Être leader, c'est pas forcément se mettre en avant. Et j'ai plutôt tendance, dans mon leadership, à laisser mes collaborateurs, mes directeurs s'exprimer sur leur périmètre d'action, sur leurs activités. Et je trouve qu'en faisant cela, ça affirme mon propre leadership. Ouais. Donc j'ai plutôt une vision de dialectique du sujet, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'affirmer son leadership, il s'affirme quand la team s'affirme elle-même. Voilà. Complètement. Ça résonne énormément avec quelque chose que j'ai entendu de Simon Sinek dernièrement, que j'avais déjà entendu avant, mais que j'ai réentendu sur le fait que finalement le leader, c'est celui qui parle en dernier. On pense souvent que c'est celui qui doit apporter quelque chose, qui doit être le premier à parler, etc. Et en fait, un vrai bon leader, selon Simon Sinek, c'est celui qui écoute tout le monde et qui finalement, avec tout ça, va changer peut-être la première idée qu'il avait et va modifier en fait ce qu'il pensait grâce aux autres autour de tout leur retour. Et ça résonne beaucoup avec ce que tu dis. En tout cas, c'est ma vision du leadership. Pour moi, le leadership, c'est une qualité intrinsèque qui n'a pas besoin de s'exprimer de manière péremptoire ou de manière avec beaucoup d'affirmation. C'est simplement, on peut être un leadership même assez efficace et respecté et considéré comme tel quand on est en retrait et qu'on laisse les membres de sa team s'exprimer sur leurs compétences, parce que moi je considère aussi que ma team, les directeurs sont plus forts que moi sur leur expertise. Ouais. Oui, la notion des compétences. Il y a un point très important de conscience de quelles sont tes compétences et la compétence du leader, c'est un point important aussi, je pense. On dit souvent que c'est le plus compétent qui a le poste de manager et que voilà, on remet un peu en question cette idée-là. Est-ce que ça doit toujours être le plus compétent de manière opérationnelle ou est-ce que c'est une autre compétence finalement de l'idée ou de manager une équipe ? Oui. Alors pour moi, il y a bien sûr, il y a la notion de compétence et la notion d'expertise métier avec une dimension managériale. Mais pour moi, le management, c'est d'abord une vertu, une qualité intrinsèque également. Je considère que un bon expert peut pas forcément être un bon manager. Et ça, et que pour manager, il faut vraiment avoir beaucoup d'équilibre et beaucoup d'envie de gérer de l'humain et donc de la complexité sociale. Donc, un bon manager, c'est d'abord quelqu'un de très humain. Qu'est-ce que tu entends par humain, si il faut un peu décrire? Une personne authentique, qui porte des valeurs, qui les incarne dans toute la chaîne de décision et qui sait avoir du discernement dans des situations complexes parce que justement, le processus de décision, il sera irrigué par des valeurs, de belles valeurs. Et voilà, donc c'est pas forcément de bons experts, mais ce sont surtout des personnes qui ont vraiment des qualités humaines hors du commun, pour moi.
Complètement. Et quand tu parles de situations complexes, je pense que justement l'atout d'un bon leader dans ces situations-là permet de parfois limiter les dégâts, permet d'aller quand même chercher de la performance dans des situations dans lesquelles on s'imagine qu'il n'y en a pas. Ça permet de finalement parfois aller un peu plus loin parce que justement on est l'idée par quelqu'un qui va nous inspirer, par quelqu'un qui va nous ramener aussi à pourquoi et quelle est la valeur du travail qu'on fait. Il y a un peu la notion peut-être plus large que simplement justement mon écosystème à moi opérationnel pour les équipes. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas s'il faut réagir sur ça, mais je suis d'accord sur l'analyse. Ouais. Eh bien, écoute, je vais continuer avec la deuxième question. Quelle est ta manière de voir et de définir l'ambition? Alors, pour moi, quelqu'un qui a une ambition, en fait, d'abord, le rôle du manager, c'est de détecter les personnes qui cherchent à prendre des initiatives et à repousser leurs propres limites, à anticiper des sujets, à creuser des sujets avec beaucoup plus de persévérance, à avoir un rôle plus transversal. Donc, pour moi, l'ambition, c'est pas forcément incantatoire. C'est pas je suis ambitieuse et je veux réussir. C'est j'ai une matière de travail et cette matière, je la pousse pour pouvoir la développer et me développer. Donc, quelqu'un qui est dans cette posture, qui a des codes de professionnels qui sont liés à une façon de faire, de rechercher de la matière, rechercher à pousser un peu des limites dans son objet d'étude, par exemple. Eh bien, pour moi, c'est de l'ambition. Et c'est une personne qu'on doit savoir accompagner parce que ce sont souvent des personnes qui s'ennuient vite. Voilà. Ensuite, pour moi, l'ambition, c'est aussi quelque chose de très simple. C'est que souvent, on arrive dans une organisation, les gens demandent une fiche de poste. Moi, je suis très attentive à ça parce que la fiche de poste, la job description, comme on dit, c'est quelque chose d'assez succinct normalement. Or, le poste ne fait pas la personne. Souvent, c'est la personne qui fait le poste. Donc, quand une personne développe une façon de travailler au-delà de ce qui est prescrit par l'organisation, qui recherche, qui fait appel à des compétences comportementales, sociales, pour pouvoir résoudre des sujets compliqués qui ne sont pas forcément identifiés dans la fiche de poste, pour moi, c'est de l'ambition et c'est une façon de se démarquer de quelqu'un qui sera totalement attaché au prescrit de sa fiche de poste. Donc, c'est une façon aussi de voir le travail avec une différence justement de posture. Et c'est à nous, RH et managers, d'identifier ces personnes et de les accompagner vers des dynamiques d'évolution. Et donc, pour moi, l'ambition, c'est pas, donc comme je le disais, c'est pas un fait incantatoire, c'est pas j'ai envie d'évoluer, je suis ambitieuse, c'est je suis en situation de travail, on m'a donné une matière à travailler et moi, je vais faire en sorte de tirer la ficelle, la pelote le plus loin possible, parce que cette pelote, au bout du bout, va me donner la possibilité d'élargir d'autres champs de compétences. Et pour moi, c'est ça l'ambition. Et justement, dans ton parcours, à quel moment est-ce que tu avais une fiche de poste? Tu étais sortie un peu de cette fiche de poste et tu t'es dit c'est trop petit pour moi, c'est trop peut-être restreint. Comment ça s'est passé pour toi? En fait, à titre personnel, et c'est peut-être pour ça qu'on peut dire que j'ai de l'ambition, c'est que moi, je m'autorise beaucoup de liberté dans mon travail. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir avoir de l'ambition, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir une prise de risque qui, bien sûr, est mesurée et jaugée. Mais moi, ça s'est souvent produit dans mes postes où on dit la chose de manière assez simple, c'est que je prends un job, je m'amuse, je développe des compétences, j'ai des résultats, mais après je vais rapidement explorer d'autres choses qui sont périphériques à mon poste et qui vont me permettre d'être en connexion sur d'autres sujets et me permettre donc du coup progressivement de glisser vers une mobilité, vers autre chose, parce que j'aurais trouvé la façon de travailler sur mon propre sujet, mais avec une articulation un peu plus large que ce qui m'avait été attribué initialement. Donc moi, ce que je peux dire, c'est que une chaise, je la transforme toujours. C'est-à-dire que c'est pas parce que on me donne un poste qui est prescrit que je vais respecter tout ce qui est prescrit. Je vais généralement aller chercher plus loin, un peu plus en profondeur et un peu plus en largeur des sujets de travail qui me permettront après à moi de comprendre, par exemple, de nouvelles appétences, de développer de nouvelles curiosités intellectuelles. Et je crois que c'est ça, en fait, l'enjeu du travail.
c'est que finalement, l'ambition, c'est une construction sociale aussi. C'est pas vraiment, je le répète, hein, c'est pas quelque chose qui se décrète comme un mode opératoire avec des cases à cocher. Bah voilà, bah, j'ai mon poste à 2 ans, je ferai ça, dans 3 ans, je ferai du management, puis après, je mettrai des. Non, c'est vraiment chaque fois quand on a une mission, bien sûr, réaliser ce qui est prescrit dans le cadre de la mission, mais en même temps se donner la liberté d'aller explorer des choses pour pouvoir se développer et peut-être aller vers de nouvelles missions qui seront en fait des missions connexes, mais du coup naturelles parce que vous les aurez abordées dans votre travail. C'est là dans ton quotidien. C'est hyper intéressant cette partie sur la notion de job description et à quel point tu peux jouer un petit peu autour. Il y a, moi, il y a deux points qui me viennent. Le premier, c'est comment est-ce que tu incites les gens à le faire aussi dans les équipes. Comment est-ce que tu incites à avoir... moi, je le vois un peu comme un mindset de croissance. C'est-à-dire, je peux toujours évoluer, je peux toujours aller chercher à ce que ma job description qu'on m'a donnée à un moment T, qu'elle soit encore meilleure dans 1 an, dans 2 ans, et que je sois encore plus heureuse. Et le deuxième point, c'est un peu comment est-ce que tu fais face à des personnes qui vont te dire, bah non, moi j'ai une job description, c'est dedans et c'est tout ce que je vais faire. Est-ce que du coup, selon toi, ces gens-là, du coup, ils sont pas ambitieux, moins ambitieux? Alors on a souvent ces configurations, hein, ces sujets ces profils. D'abord pour la première partie, on se dire qu'un travail, pour pouvoir l'exécuter, pour pouvoir réaliser ses missions, on doit d'abord se sentir libre, se saisir d'une prise de risque et ne pas avoir peur de se tromper, de se dire parce que tout le monde se trompe. Et quand on a intégré ces sujets-là, donc moi, dans mes équipes, souvent, je leur demande de prendre des risques et de se dire que sur une décision, il y aura toujours une chose qui ne sera pas forcément comment dire, juste à 100%, mais c'est pas grave. Et que si 95% de la production est bonne, si 5%, voilà, on recherche pas, il ne faut pas rechercher l'excellence toujours. Il faut savoir aussi de se dire qu'on peut se tromper. Et souvent, ces personnes qui n'osent pas aller au-delà de ce qui est prescrit, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Ou que le manager n'autorise pas cette confiance parce que le mode de management serait plus, par exemple, un mode de management plus directif, hein, moins basé sur un rapport de confiance, plus basé sur un rapport organisationnel avec des tâches. Et c'est pas comme ça, je trouve, qu'on fait grandir les équipes. C'est pas comme ça qu'on nourrit le collectif. Et voilà, donc moi, je considère que dans les communautés de travail, tout le monde peut réfléchir avec une certaine liberté. Et moi, en tant que manager, je l'irrigue, je le préconise, et c'est quelque chose qui, je crois, porte ses fruits. Parce que même quand on est totalement introverti dans mes équipes, ce qui m'arrive, j'en ai. J'ai des collaborateurs totalement introvertis, qui n'osent pas parce qu'ils ont été en plus formatés. C'était de très bons élèves à l'école. Mais être très bon élève à l'école, ça ne fait pas de vous forcément un bon professionnel, malheureusement. Tout l'enjeu, il est aussi d'accompagner ce processus de changement pour ces personnes, qu'elles puissent se libérer de codes et qu'elles puissent se dire que la prise de risque, le droit à l'erreur et la liberté, ce sont des champs d'action qui permettent en fait de développer tout ce qu'on se dit, du leadership, comment dire, je trouve plus le terme, mais le fait d'être avenant, d'être toujours l'ouverture, ça développe la coopération, ça développe beaucoup de compétences comportementales nécessaires aux évolutions professionnelles. Voilà. Et je vais te remettre la casquette ressources humaines parce que je pense qu'il y a des retours aussi qui peuvent être intéressants. En tant que directrice des ressources humaines, quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui veut démarrer, veut alimenter justement peut-être cette partie un peu prise de risque, peut-être alimenter sa confiance? Quels seraient peut-être les 3 outils ou les 3 astuces que tu lui donnerais avec ton expérience? Je reviens sur le droit à l'erreur. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. Il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on progresse. Il ne faut pas croire qu'on progresse quand on est parfait, c'est faux. Il n'y a que le droit à l'erreur qui nous fait progresser. Pareil, c'est de la pure dialectique.
Moi, ce que je peux dire à quelqu'un qui démarre dans sa vie professionnelle, c'est de se dire que c'est normal qu'il y ait de l'angoisse, c'est normal qu'il y ait le sentiment que la personne ait très envie de bien faire, mais le travail, c'est pas l'école, et qu'il y a vraiment un changement de référentiel et de posture à adopter, et que ces changements de référentiel et de posture euh, amènent automatiquement des difficultés. Parce que le travail, c'est pas facile, c'est exigeant, mais quel que soit votre travail, hein, je veux dire, même sur des niveaux d'exécution, je veux dire, on rentre dans des groupes humains, on rentre dans des processus, on rentre dans un cadre de travail, on rentre dans des règles, voilà. Donc ça demande quand même pour les personnes de s'adapter très rapidement à beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est un, le droit à l'erreur, deux, prendre des initiatives. Souvent elles sont bonnes, et quand elles sont pas bonnes, eh bien c'est pas grave. Donc il faut dédramatiser aussi. Voilà, dédramatiser justement quand il y a des choses qui ne marchent pas. Et trois, ben moi ce que je peux dire surtout, c'est que quand on travaille, on est là pour vivre une aventure humaine aussi. On n'est pas là que, bien sûr, c'est important de travailler. À partir du moment où vous vous dites je suis là pour vivre une aventure humaine, partager l'information avec des collègues, partager des moments de convivialité, partager du sens, partager des informations, eh bien, je pense que quand on a ce mindset, c'est de bonnes bases pour pouvoir s'ancrer et se développer. Et tout le reste, toute sa vie professionnelle, on fait parfois des erreurs, on fait parfois pas toujours bien les choses, et c'est pas grave. C'est justement changer les codes. Oui. Ce qui est grave, c'est que quand vous êtes à un poste de top management et que vous avez pris une mauvaise décision qui engage, par exemple, la santé économique de l'entreprise. Ça, c'est grave. Mais si vous arrivez sur des postes comme ça, c'est que durant tout votre cheminement professionnel, vous avez appris à gérer ces risques-là. Donc, normalement, la prise de risque au plus haut niveau de l'entreprise, elle est maîtrisée. Bien sûr. Et ben ça me permet de pouvoir, enchaîner justement sur, les moments de prise de décision, ces moments-là justement. Donc évidemment, il y a toute une expérience avec laquelle on arrive à ces postes-là, donc je comprends que ça a un atout, pour essayer de, mieux comprendre les risques, peut-être aussi, savoir davantage, quand, prendre des risques et quand est-ce qu'on est, peut-être moins, dans une période où il faut absolument prendre un risque. Moi, j'aimerais beaucoup avoir justement, tu parlais des codes. Quels sont les codes que tu as justement dû changer, quand tu as passé ce cap-là, de direction pour, prendre les décisions? Peut-être qu'il y a une nouvelle manière de voir la prise de risque. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé pour moi? Il y a une chose importante qui a changé, c'est que j'ai accepté que les livrables ne seraient plus jamais les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude de délivrer. Et en fait, quand on devient directeur et qu'on gère soi-même des directeurs ou des responsables ou des managements ou des personnes qui sont en charge d'activités, il faut savoir accepter que ce sera différent et que ce ne sera pas moins bien. Ce sera différent, bien, mais autrement que ce que... Donc c'est un processus de changement personnel. C'est un changement total de vision de sa propre production et de ce qui nous a nourris pendant des années. Moi, j'ai eu des moments où, quand je progressais dans l'entreprise, où j'étais pas contente de la production parce qu'elle ne reflétait pas ma production avec ma façon de faire. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut apprendre parce que, alors ça veut pas dire qu'il faut renier sur la qualité et diminuer en exigence. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut juste se dire que ça peut être porté, les sujets peuvent être portés différemment, rédigés différemment, et tout aussi impactant que ce que on a, nous, en tant que directeur, l'habitude de faire. Donc, moi, ça a été un passage un peu compliqué parce que j'ai eu du mal à l'admettre. Je pensais que j'étais la seule à pouvoir délivrer. En fait, pas du tout. Et quand on le pense et qu'on le met en place, on se rend compte que ça irrigue une chose assez naturelle qui est la confiance. Et quand on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas confiance en soi-même. Donc moi, j'ai dû vraiment faire une révolution aussi, me dire, attends, si tu n'acceptes pas, c'est que finalement, toi-même, tu n'as pas confiance peut-être en toi. Et si tu n'as pas ce matching entre la confiance du collaborateur, ta confiance qui viennent se matcher, ça ne va pas produire une relation de travail
positive et fructueuse. Donc, pour moi, la confiance a été aussi un paramètre important de vraiment de changement, de posture, de code, de valeur même, de valeur où euh, j'ai dû à un moment donné vraiment me dire, en fait, si tu veux avoir une prod d'un collaborateur satisfaisant, il faut que tu lui fasses confiance. Et faire confiance, pareil, c'est pas incantatoire, c'est montrer sa confiance. Montrer sa confiance au quotidien. C'est quoi? C'est lire les contenus, c'est apporter de la valeur. C'est pas être maîtresse d'école, dire t'as oublié un S. Non, c'est apporter de la valeur. Questionner. L'outil de la maïotique, ça m'a beaucoup aidé. Le questionnement. Pourquoi tu as voulu dire ça? Qu'est-ce que tu penses quand tu écris ça? Qu'est-ce que tu penses? As-tu confronté? Sans donner la solution. Donc, pour moi, ce passage à la maïotique, ça a été aussi un passage assez structurant et assez révélateur en fait de bonnes pratiques professionnelles. Alors tout ça, moi je le dis rapidement, mais c'est vraiment un processus de changement qui se fait pas en 6 mois. Moi, ça m'a pris du temps, ça vient avec un peu de maturité et ça vient aussi avec ce qu'on s'était dit, le droit à l'erreur, le lâcher prise, la liberté d'action et de se dire que on fait tous des erreurs, même au plus haut niveau de l'entreprise. Non, mais c'est vrai, faut arrêter de penser que plus on est haut. Non, c'est pas vrai ça. Non, et justement, c'est aussi parfois dans les erreurs où on apprend davantage de choses. C'est aussi dans ces moments, c'est marrant, je parlais avec quelqu'un dernièrement et on parlait du fait que quand on est dans une situation d'hypercroissance, en fait, il y a énormément d'erreurs qui se passent. Et en fait, c'était un petit peu en corrélation. Plus tu fais d'erreurs, plus tu as de l'hypercroissance parce qu'en fait, tu pivotes très, très vite. Et à l'inverse, quand tu es en croissance normale, bah, en fait, tu fais pas trop d'erreurs parce que tu as une bonne croissance et du coup, tu veux pas trop bouger peut-être le business model, etc. Et donc, on se faisait la réflexion que finalement, parfois, c'est plus intéressant d'aller chercher à pivoter, changer, tester pour pouvoir faire des erreurs et pour pouvoir apprendre derrière. Par contre, il y a un point que tu disais tout à l'heure qui est très important, c'est la notion du risque. Quand est-ce que je sais à quel point le risque, je peux le prendre et quand je peux ne pas le prendre? Donc, toi, tu es directrice aujourd'hui, ça fait, tu as toute ton expérience, etc. Quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui manage une équipe, qui a pour aspiration un poste de direction, mais qui veut quand même prendre des risques, mais qui veut pas mettre en porte-à-faux son équipe, qui veut pas, tu vois, quels seraient les conseils que tu donnerais? Ce que je peux dire sur la prise de risque, c'est qu'une prise de risque, elle est aiguisée. Je pense qu'on peut avoir une prise de risque graduée, c'est-à-dire que, en fait, la prise de risque, c'est pas quelque chose qui se fait en bing bang, en on-off. C'est quelque chose qui se fait en progressif, Graduel. en graduel, en période, en montée en charge, en rajout d'éléments de complexité. Donc, moi, ce que je peux dire à un manager, c'est que si la personne n'a jamais pris de décision importante s'agissant de la gestion, par exemple, des hommes, eh bien, peut-être que le risque, il est trop important parce qu'il va avoir un impact sur l'homme, sur les collaborateurs, les salariés. Donc, peut-être pas aller sur un risque trop extrême, mais peut-être déjà challenger son pouvoir de décision sur des choses, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, la gestion des congés, la gestion des dossiers. Donc, par Les exemple, systèmes, les process, des oui. process. Et donc, par exemple, prioriser le travail, c'est jouer sur la justice organisationnelle, ce qui est important pour un manager. Et donc, en étant déjà, quand on commence à travailler sur la gestion des dossiers, la répartition de la charge de travail, c'est de prendre des décisions importantes parce que derrière, si c'est mal fait, alors qu'on croirait que c'est le b.a.-ba du management. Mais non, c'est un b.a.-ba qui s'apprend. Donc, si on ne sait pas bien faire ces choses-là, ça veut dire qu'on ne peut pas passer à un autre stade. Par exemple, gérer la rémunération de ses collaborateurs ou par exemple, gérer un conflit au travail. Là, il va falloir avoir besoin d'aide. Ça aussi, prendre des risques, c'est peut-être pas prendre des risques tout seul. Absolument. Il faut savoir se dire, c'est pour ça que pour être manager, il faut vraiment être très équilibré aussi. Moi, je dis toujours, moi, un manager, quand je le recrute, avant toute chose, bien sûr, je regarde les valeurs humaines qui sont pour moi fondamentales, mais je regarde aussi son point d'équilibre. C'est-à-dire que si je vois qu'il y a par exemple, des passions importantes, des sujets où la personne s'enflamme très rapidement, ou comment dire, est plutôt en retrait, pas trop dans l'écoute. Bon,
Euh, voilà, donc pour manager, il faut être très équilibré. Et quand on est très équilibré, souvent, mécaniquement, il y a des choses qui apparaissent. C'est par exemple le besoin d'appui et de soutien. Ça vient assez naturellement quand on est manager, quand on est un bon manager. On sait ce qu'on peut faire seul, on sait quand est-ce qu'il faut solliciter des pairs ou des services support. Je pense à des ressources humaines, par exemple, pour solutionner des situations compliquées, par exemple. Bien sûr. Et là-dessus, justement, est-ce qu'il y a un... Alors déjà, j'imagine qu'entre les entreprises, différentes entreprises, on n'aura pas la même culture. Et donc, il y a des entreprises qui vont vraiment mettre en avant la culture de la collaboration, etc. Il y en a d'autres peut-être avec lesquelles ça va être moins le cas. Mais quels seraient du coup les points, j'ai envie de dire, de vigilance avant de prendre une initiative ou de prendre un risque que tu mettras en avant? Qu'est-ce que toi, tu regardes avant de prendre un risque? Qu'est-ce que tu vérifies autour de toi dans l'entreprise? Alors, moi, j'aime bien les décisions. Alors, je prends les décisions seule, mais j'aime bien partager avec mes pairs, partager avec mes équipes. Donc, le partage, ça ne veut pas dire je partage la décision, mais écouter le point de vue des autres. Parce que parfois, l'angle de vue peut être le même, mais un tout petit peu plus. Voilà. Et avec un angle à 80, dévié à 5%, eh bien, ça irrigue de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées peuvent venir changer un tout petit peu le processus de décision. Donc, moi, ce que je fais systématiquement, c'est que je questionne, je partage l'information avec mes proches collaborateurs et je me forge une conviction. En fait, dans la prise de décision complexe, on doit être convaincu, se forger une conviction intime que ce qu'on fera, c'est pour le bien de l'entreprise, pour le bien des personnes. Par exemple, il m'est arrivé de prendre des décisions de licenciement. On peut dire licencier quelqu'un, c'est pas facile. On peut dire techniquement c'est facile, hein, bah, paf, paf, on fait le processus, mais parfois, moi j'ai dû licencier des personnes qui, comment dire, qui ne voulaient pas quitter l'entreprise, qui étaient dans un collectif, qui bossaient bien avec les collègues, mais qui avaient des difficultés sur d'autres choses, beaucoup d'absentéisme, beaucoup de retard, pas de livrable, mais qui étaient des gens sympathiques. Bon, moi, j'ai toujours pensé, par exemple, sur ces sujets-là, de me dire, bah, finalement, ces personnes-là, elles seront mieux à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que ces personnes auront toujours un manager qui viendront les ennuyer sur la prod, sur les résultats, sur ce qu'on attendait dans l'entreprise, même si ce sont des gens sympathiques. Donc ça, c'est toujours... Voilà, il y a des sujets comme ça qui peuvent être des sujets un peu plus compliqués pour lesquels je me force toujours une conviction intime en me disant, bah, là, tu dois faire ça parce que c'est la bonne décision pour toutes tes parties prenantes. Et bien sûr pour ton employeur, parce qu'on est quand même payé pour faire le job que l'employeur nous demande de faire. Pour que l'entreprise soit bien. Et justement, ça, c'est un point qui est très intéressant, je pense. Ça me permet de rebondir aussi de la posture que tu as quand tu atteins Codir Comex et que du coup, tu es dans ces endroits-là. Il y a un peu la vision qui change, j'ai l'impression. Ce que tu prends en compte pour prendre des décisions n'est peut-être pas la même parce que justement, peut-être que tu vois plus large, peut-être que, je sais pas, dis-moi un petit peu quelle est cette vision différente que là, j'ai l'impression d'entendre, tu vois, sur cette thématique de licenciement où on regarde pas juste une personne toute seule, on voit cette personne dans son écosystème par rapport à son monde professionnel et l'ambiance. Enfin, c'est assez global, c'est une vision très big picture et macro de cette personne-là finalement et de son impact. Bien. Sur les décisions qui sont des décisions parfois plus larges à prendre, moi, ce que je vois souvent aujourd'hui, hein, notamment dans les dossiers que je gère, c'est que les sujets, en fait, partagent plusieurs directions, plusieurs thématiques. Et je me dis systématiquement, dans mon processus de décision, c'est qu'il y a souvent une ou deux choses que je ne lâche jamais. On me dit ça, c'est pas négociable. Et il y a d'autres choses sur lesquelles je lâche la bride. Je me dis, bon, là, c'est pas grave si je n'obtiens pas le résultat. Mais ça veut dire que vous pouvez pas aller, c'est pareil pour la négo, hein, en négociation sociale, c'est pareil. Vous ne pouvez pas porter des choses sur une prise de décision transversale qui impacte d'autres directions, d'autres processus, d'autres expertises,
en vous disant que vous allez gagner sur tous les sujets, avoir raison de décider de tout. Non. Moi, je me dis toujours, il y a sur l'intégralité d'un projet, il y a une ou deux choses sur lesquelles je serai inflexible. Parce que c'est l'intérêt supérieur de toute ma chaîne de décision. Et le reste, c'est important, mais ça l'est peut-être moins. Donc, si jamais je n'obtiens pas gain de cause pour amener tel sujet à la prise de décision favorable de ce que moi je pensais, eh bien, je sais que ce n'est pas grave et que cela ne va pas altérer le schéma, enfin le sujet dans sa globalité. Voilà, c'est systématique. Pareil en négociation. En négociation, moi, il m'arrive parfois de parler de sujets de transformation, d'accompagner, de faire des accords. Dans un accord, on ne va jamais avec tous les sujets on ne met pas toutes les cartes sur la table. Il y a des choses sur lesquelles on se dit on va les mettre sur la table et si on les obtient pas, c'est pas trop grave. Par contre, il y a des choses on se dit on les met sur la table, il faut absolument les obtenir. Donc c'est un équilibre, c'est un jeu d'équilibre, c'est un équilibre à trouver. Comme en négociation, le win-win, voilà, rechercher l'équilibre entre les deux et que tout le monde trouve sa tout le monde situation. voilà, et surtout de se dire on peut pas gagner tout le temps, et ce n'est pas grave. Et surtout, ce n'est pas grave. Voilà, tant que dans sa tête, on s'est dit, mes deux KPI obligatoires, ceux-là, il faut que je les ai, et on lâche pas sur ça. Bon, ça marche bien généralement. Et oui, parce que du coup, tu es très au clair sur ce que toi, tu ne changeras pas. Donc la discussion de base, elle est claire pour toi, mais elle est aussi claire, j'imagine, pour les personnes autour de la table. Donc ils se disent, OK, donc là, on a compris que là, il y avait une difficulté, là, on peut pas toucher à ces 2 points-là, mais du coup, on va essayer de trouver un autre moyen avec les autres. Donc ça facilite, en fait, aussi les échanges, d'avoir cette vision avant même de pouvoir démarrer les discussions. Et ça veut dire aussi que chacun existe. Dans un processus collectif, chacun existe. On n'est pas non plus tout puissant. On n'est pas toujours, on sait pas toujours tout mieux que les autres. On n'est pas, c'est pas parce que c'est une matière que vous gérez que vous êtes plus, légitime. Moi, ça, je l'ai appris parce que moi, souvent, je me dis, mais c'est moi la sachante, c'est mon domaine d'expertise, c'est mon territoire. Donc, en fait, il faut aussi sortir du territoire et de se dire que mon territoire peut être investi par d'autres personnes qui auront un regard qui n'est pas forcément le même que le tien. Et ça, c'est intéressant, ça devient intéressant. Et aller chercher justement la curiosité de mon écosystème, ma connaissance, et comment est-ce qu'elle est mise en interaction avec les autres. Bien sûr, et voilà, et de se dire quand même que parfois, sur ces sujets à soi, qu'on connaît bien, sur lesquels on est très fort, eh bien, une personne qui va venir vous lancer un truc en réunion ou vous dire pourquoi est-ce que ce sujet tu l'as vu comme ça, est-ce que tu as abordé cette thématique, et là on se rend compte qu'il y a d'autres personnes, et en fait je trouve que ça nourrit bien les collectifs de travail quand on travaille comme ça. Donc moi le caractère, enfin le territoire d'activité, c'est quelque chose qu'il faut bannir à un moment donné quand on grandit. Bien sûr, on est porteur des processus quand on est dans les ressources humaines, politique de rémunération, enfin tous ces choses, bien sûr, mais on peut avoir des sujets sur lesquels on peut avoir des directeurs d'activité, des directeurs techniques qui ont un avis sur le sujet qui est du domaine des ressources humaines, et moi je l'accepte très bien. Et ça, c'est intéressant. Tu vois, moi, ça me fait même dire que dans les discussions, du coup, que vous devez peut-être avoir dans les CODIR, au sein de la Poste, dans ton CODIR, les discussions que vous avez, tu vas aussi intervenir sur d'autres sujets? Oui. Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Et tu vas apporter ta vision finalement externe. Vision du sujet qui n'est pas forcément le sujet que je porte, qui est un sujet d'un de mes pairs, d'un de mes collègues. Et en fait, donc, on est sur un mode itératif. Alors, parfois, on n'est pas d'accord, mais c'est pas très grave. En tout cas, on a eu un échange qui nourrit, en fait, intellectuellement la matière qui est posée. Et justement, moi, ça me questionne quand tu vas dans un CODIR, dans ces réunions-là, qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu mets en place avant d'y aller? Est-ce qu'il y a des choses vraiment très précises? Est-ce que, justement, il y a une partie sur laquelle tu te laisses un petit peu de marge parce que tu peux pas tout prévoir, ce qui va être dit? Comment est-ce que tu te prépares à ces moments-là? Alors moi, j'ai un système quand même assez rodé, hein. C'est qu'on a un système, nous, moi, j'ai tous les jeudis mes directeurs qui me remontent des faits marquants que je synthétise, que je renvoie à ma directrice. Donc chaque semaine, j'ai ma liste de faits marquants de toutes mes directions sur la base d'un one page qui me permet en fait d'avoir
une trame de tout ce qui s'est passé dans la semaine écoulée. Et donc, j'anime mon domaine comme ça, en disant, voilà, moi, où est-ce que j'en suis, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà ce qui s'est passé, voilà. Donc, c'est quand même assez structuré parce qu'il y a quand même une masse d'informations et pour pouvoir être entendu, il faut quand même être synthétique et passer à l'essentiel. Sinon, ça ne marche pas. Si vous êtes brouillon, à vouloir parler de tout, à ne pas... Voilà, moi, j'ai vraiment toutes les semaines un one page sur mes activités. Grâce à mes directeurs. Eh oui, encore une fois, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est ce que tu disais au début sur le leadership. Oui, bien sûr. T'es pas toute seule à... non, jamais. tout gérer. Non. Si j'étais seule, personne, aucun directeur de CODIR peut travailler seul, c'est impossible. Non. Et justement, qu'est-ce que tu attends de ces réunions-là, toi? Quand tu sors et que tu es satisfaite, qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion? Mais il s'est passé qu'on a eu un bon niveau d'itération, on s'est apporté mutuellement des choses, on a passé un bon moment, d'un point de vue purement humain, et parfois je repars avec des doutes sur mes sujets. Ok. Et là, tu es satisfaite si tu as des doutes? Quand j'ai des doutes, c'est que ça veut dire c'est bon. Ça veut dire que c'est une matière c'est des choses que je dois encore creuser, parce que avoir un doute sur quelque chose, c'est pas ne pas savoir. C'est toujours revenir sur le sujet de la maïotique, c'est je questionne quelque chose, on m'a questionné sur quelque chose que je n'ai pas forcément vu, donc je continue de creuser mon sujet et ça me permet de revenir vers mes directeurs, dire en fait j'ai eu cette remarque, qu'est-ce que tu en penses? Ça serait intéressant de voir est-ce que tu peux voir si cette étude est faisable pour pouvoir alimenter. Et c'est vraiment, mais c'est comme ça qu'on grandit, et c'est comme ça que le poste qui était tout petit au départ, hop, il vient comme ça. Bien sûr, il grossit. Mais oui. Complètement. Moi, j'aime bien dire que le doute, c'est ce qui alimente aussi notre curiosité. Oui, c'est le doute, avoir le doute. Enfin, celui qui n'a pas de doute, je le plains. Ouais. Oui, parce qu'en fait, tu restes dans ton écosystème et que c'est en fait ne pas avoir de doute, ça veut dire que tu restes dans ton exactement, tu restes dans ta zone de confort. Et ça fait un peu optique quand même de pas avoir de doute. Moi, quand je repars avec plein de questions, c'est que en fait, je me suis bien nourrie, je suis très contente. C'est de la nourriture intellectuelle, le doute. On en revient à un point que tu avais dit tout à l'heure sur la notion d'ouverture. Finalement, cette ouverture d'esprit qu'il faut alimenter dès le début, en fait. Je pense pas que ça soit quelque chose qu'on nous apprenne beaucoup à l'école, cette ouverture d'esprit. Donc, dès le premier pied dans l'entreprise, c'est intéressant d'aller l'alimenter. Comment est-ce que tu fais pour l'alimenter, toi? Alors, en dehors de ces réunions de CODIR, parce que du coup, tout le monde n'a pas accès à ces réunions-là, comment est-ce que dans ton quotidien, tu alimentes ce doute, cette curiosité, cette ouverture d'esprit? Alors... Non, mais ce sont des très très bonnes questions. Je pense qu'il y a la question moi je vais dire comment je fais. Moi j'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup, je lis tout ce que je peux lire. Alors là les jeunes sont hyper dans les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux sont vachement améliorés. Moi je me fais des podcasts sur France Culture. Sur Radio France, Radio France, des chaînes d'actualité où il y a des podcasts avec des thématiques. Il y a la culture du cinéma. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a accès à des choses par les médias qui sont juste formidables. Par la musique. Moi, je trouve que la musique est porteuse de sens. Parce qu'elle permet en fait d'ouvrir. Je trouve que ça ouvre des mondes qui sont pas des mondes naturels et intuitifs. Donc moi, c'est plutôt par le biais de ces choses-là que des passions et qui vraiment ça me nourrit, ça me porte, et ça me fait du bien. Parce que si on n'était que des travaillomanes à se connecter et bosser, en fait on serait assez limité en réalité. Mais faire ma petite revue de presse le matin, regarder ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a vraiment des trucs, c'est très bien fait maintenant. On a chaque journaux moi je vois, j'ai des alertes de Courrier International, de certains journaux, donc du Point, donc c'est vachement bien parce qu'il y a quand même beaucoup. Donc même si je suis pas abonnée, vous lisez le titre, vous lisez les quelques phrases, mais franchement, vous allez faire des recherches après. Mais c'est comme ça, moi je fais que comme ça. Énormément de contenu. Il y a un point que je dirais là-dessus pour peut-être aiguiller, c'est d'essayer avant d'aller chercher du contenu un peu regarder tout, d'essayer de se questionner sur ce qui nous plaît, la notion de passion, d'intérêt dont tu parlais. J'aime le cinéma, donc je vais aller regarder du contenu sur le cinéma, et en fait par ça je vais avoir l'ouverture d'esprit qui va arriver petit à petit. Parce que sinon il y a du contenu partout, ça c'est sûr, et c'est génial à
à orienter, je pense, comme tu le disais, avec nos passions et avec ce qui résonne et ce qui nous donne envie. Est-ce que dans cette idée d'ouverture d'esprit, est-ce que tu as vu une évolution petit à petit avec ton expérience de ce qui t'interpellait, peut-être de ta curiosité? Est-ce que tu as vu une évolution de tout ça? Oui, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels j'étais pas du tout, enfin, comment dire, câblée pour Mmh. les appréhender. Et en fait, grâce à ça, je trouve que ça, par exemple, la matière financière, c'est une matière que je trouve assez rébarbative, mais en fait, je me suis rendu compte que la communication financière, c'était un élément clé pour comprendre les enjeux de l'entreprise. Et c'est en lisant des choses ultra vulgarisées sur les finances, là, ben, que finalement, j'ai compris le sens que ça pouvait avoir et ce que ça pouvait m'apporter. Et le Et ça, levier. et les leviers. Et ça, je trouve ça formidable. C'est plus que l'école. Ça, c'est vraiment des outils qui peuvent vraiment nous permettre de nous développer et d'acquérir de nouvelles compétences. Les compétences, on les acquiert tout au long de sa vie. Hein. Tout au long de sa vie, on les acquiert. Donc voilà, moi je trouve que moi je me suis à plusieurs fois, comment dire, remis des choses en tête grâce et surtout approprier des sujets grâce à des sujets qui ont été très vulgarisés. Et je trouve ça super en fait. Et oui, parce qu'en fait, cette ouverture d'esprit, elle nous permet aussi de, mettre en place certaines choses qu'on verrait pas, possibles avant. Le fait de s'ouvrir à des sujets, le fait de voir la manière de voir un sujet par quelqu'un, peut-être que ça a rien à voir avec la ressource humaine, peut-être que c'est un sujet sur, je sais pas moi, le marketing et la finance ou la tech ou j'en sais rien. Et en fait, la manière dont c'est appréhendé, ça va, par l'expérience que tu as eue, par, la discussion avec laquelle, enfin que tu as eue au café avec telle ou telle personne dans nos départements. En fait, ça va générer une nouvelle idée, une innovation, un partage à une prochaine réunion, d'une autre manière, de faire, je sais pas moi, la réunion hebdo, avec toute l'équipe. Bref, mais je pense que c'est intéressant de chercher ça et d'en parler. Tu vois, là, tu disais: «Ça m'a permis de changer», mais parce que tu as mis en action ce que tu as écouté finalement. L'ouverture d'esprit, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on va un peu au bout de Quand on s'y l'ouverture d'esprit approprie. et Quand on exactement. s'approprie ces matières qui sont parfois, moi, bon, je sais, hein, il y a des sujets qui ont été c'était âpre, et en fait, tout dépend de la manière dont vous allez les aborder et comment vous allez les chercher. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui des contenus et comme tu disais, il y en a certains qui vont, vulgariser et démocratiser complètement un contenu qu'on avait vu en fait avant, peut-être de manière peut-être trop académique, peut-être trop tourné autour d'une seule thématique, autour de, notamment la finance ou la négociation. Si tu regardes la négociation que d'un prisme particulier, peut-être que ça t'intéressera pas. Alors que si tu le regardes d'une autre manière avec la notion de convaincre, de chercher un win-win et cetera, et pas la négociation peut-être dominatrice comme on a pu le voir de temps en temps aussi, ça dépend vraiment de la personne qui t'apporte le sujet, ben, ça t'ouvre à d'autres, oui, à une autre manière de le voir. Parfait. Écoute, avant de passer aux 2 dernières questions, j'ai quand même un petit envie de connaître, surtout que je sais que tu es militante sur plein de sujets, notamment autour de l'égalité, également. Moi, j'aimerais savoir ce que tu voudrais partager comme leçon, que tu trouves précieuse, que tu as apprise, à la prochaine génération de leaders. Ben, moi, ce que je voudrais peut-être juste partager, c'est que on mûrit à chaque étape de sa vie et que il y a pas, enfin, c'est pas la peine d'aller trop vite. C'est pas la peine de chercher rapidement à gravir des échelons dans l'entreprise, à chercher à changer de job pour améliorer son salaire. Je pense que ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord vivez une aventure humaine. Prenez le temps et prenez du plaisir à faire ce que vous avez à faire sur le moment. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à passer à autre chose et grandir. Sinon, c'est la course à l'échalote. Et je trouve que les jeunes, moi qui en ai recruté beaucoup, notamment quand j'étais DRH dans l'immobilier, les jeunes, hein, la génération Z, ont des exigences sur le travail que moi, ma génération n'a pas connu. Donc d'aller rechercher du salaire, d'aller rechercher du temps, d'aller rechercher de la flexibilité, d'aller rechercher. Et à un moment donné, moi j'ai envie de dire, euh, le travail c'est un contrat, c'est donnant-donnant, et qu'il faut donner un peu de soi, pas seulement prendre.
Donc donner un peu de soi, c'est ce qui va et du temps, donc c'est ce qui va permettre en fait de rapidement aller se développer, et c'est comme ça aussi qu'on se développe et qu'on devient fort dans le travail. C'est comme ça qu'on devient fort dans le travail. J'ai aussi envie de dire que tout ne s'apprend pas au même moment dans son parcours professionnel, et que subir un échec, souvent c'est très mal vécu. D'ailleurs, c'est normal, c'est un échec, c'est jamais agréable. Mais en réalité, au moment où vous allez subir un échec, en fait, c'est à ce moment-là que vous dites en réalité vous êtes en train de gagner quelque chose. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai. Parce que quand on est dans l'échec, on peut pas aller plus bas, c'est rare, et donc on peut que aller vers autre chose, et donc s'améliorer et apprendre pour ne plus reproduire ce qui n'a pas marché. Donc moi j'ai envie de dire ça, j'ai envie de dire finalement c'est bien, c'est de bon augure de ne pas réussir du premier coup, et c'est sain, voilà. Ouais, dans ce que tu partages, il y a la notion d'intention aussi. Oui, Pour absolument. pourquoi, Mm. j'ai envie de travailler? Est-ce que vraiment c'est une question de salaire? Est-ce que vraiment c'est une question de flexibilité de l'emploi? Ou est-ce que j'ai envie de passer un bon moment? Et mon intention, c'est de passer un bon moment quand je travaille aussi. C'est ce que tu disais, dans ton quotidien, dans la réunion du CODIR. Je suis satisfaite si j'ai passé un bon moment. Si ça a pas été un moment difficile pour moi d'être présente, en fait, l'intention, elle est là aussi. Donc c'est une très belle leçon que tu partages. On termine avec les 2 dernières questions. Zora, merci encore infiniment. Quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, c'est pas grave, ça se verra pas, ou si tu le fais, s'il y a une erreur, bah c'est pas grave, laisse l'erreur, on la verra pas. Donc ça j'ai déjà eu un manager qui en fait se contentait de choses, et c'est pas une critique, mais qui en fait ne mesurait pas l'engagement, ce que ça voulait dire dans l'engagement. C'est-à-dire que si on dit à un jeune collaborateur, bon ben là c'est pas bon ce que tu as fait, mais bon allez, euh, on cache et ça se verra pas, et il y a une boulette, mais faut pas le dire, de toute façon ils y verront du feu. Ça c'était pas un très bon conseil, parce que moi je préfère faire une bêtise et dire en fait, en introduction, je vous donne dans le document, d'ores et déjà je vous annonce qu'il y a une coquille, mais je la rectifierai après, mais j'ai pas pu le faire, voilà. Et ça, par exemple, moi, ça me gênait. J'étais pas à l'aise avec ça. Je trouvais que on pouvait facilement se structurer par rapport à des choses comme ça, et laisser passer des choses qui pouvaient être importantes dans le développement. Donc, plutôt que de rectifier dès le départ, laisser comme une forme d'entente mutuelle tacite sur l'erreur, par exemple une erreur dans un graphe, une erreur d'analyse, une erreur voilà, ça me gêne, ça m'est arrivé, c'était pas top. C'est marrant, ça résonne beaucoup avec ce que tu disais sur, le autoriser à se tromper tout à l'heure. Oui, En fait, ça veut dire que tu autorises moins à se tromper parce que tu faut le exactement, cacher. C'est un peu exactement. honte. Mais il y a Ouais, beaucoup c'est de gens vraiment qui un sont mauvais structurés conseil. comme ça dans le travail. Bon, il y a une truc, ah ben non, on va pas le dire, bah tant pis, ils vont du feu. Non, je préfère qu'on me le dise, et en réalité, c'est pas grave, hein. La plupart du temps, ce n'est pas grave. En fait, là, il y a une coquille, en fait, c'était pas un 2, mais c'était un 4, désolé, que bon, ils y verront du feu. Parce que c'est tellement révélateur d'un mode de fonctionnement dans qui, en fait, me correspond pas. Et je Oui, trouve que dans ce que quand tu on dis, il y a la est... notion de valeur aussi. Oui, et Il y a je une trouve valeur un aussi peu d'exigence, d'exigeant. Ah qui est pas ben, là. c'est très exigeant, hein. Et aussi de se dire, bah, finalement, euh, ça peut structurer des gens au travail, et c'est pas une bonne structure de travail. Voilà. Et oui, parce que dans ce pire conseil, il y a aussi le fait qu'il aurait pu t'inculquer l'idée que c'était comme ça qu'il fallait le faire. Oui, de dire, Parce bah, en qu'on fait, mime, tu hein. vas le dire. Et surtout, moi, il y a L'humain aussi une mime. chose que j'ai appris, par exemple, ça je ne savais pas, c'est de le dire avec humour, dans un peu de dérision. L'humour, c'est une arme redoutable. Ça marche très très bien. C'est un très bon conseil. Ben oui, l'humour, c'est oh là là, vous Mais vous bien rendez sûr, compte, je sais pas faire Excel, de toute façon, j'ai jamais été bonne sur ce truc-là, ben, donc c'est pour ça que je délègue, autodérision. mais en fait, je n'ai pas vu que ma collaboratrice, elle savait pas non plus. Bon, on est deux à pas savoir, maintenant vous le savez tout de nous. Bon, ça, je le fais tout le temps. Ouais, bien sûr, et comme ça, en plus, on passe beaucoup plus vite à La autre chose quand il y dérision, a eu de l'humour. tourner en dérision, c'est faiblesse, c'est pas grave. Et généralement, ça fait rire.
Exact. Et on en revient à passer un bon moment. Tu passes un meilleur Oui. moment dans ce cas-là. Oui, toujours, Quel toujours. est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné, Zora? D'être soi-même. Voilà. Moi, j'ai aussi connu des managers qui me disaient, moi j'ai un manager, un de mes managers qui me disait, elle est très sérieuse sans se prendre au sérieux. C'est bien. Ça veut dire qu'on peut être authentique. Moi, j'ai eu des conseils de sois toi, sois authentique. Si tu n'es pas authentique, tu ne vas pas pouvoir fédérer, engager, créer du lien. Non, sois toi. Et donc, moi, quand j'avais ce type de management et quand en fait, en plus, on me l'a appris et du coup, je peux l'apprendre aux autres et ça, c'est formidable. Et ça se voit, ça se ressent, tu vois, dans nos échanges aussi, ton authenticité. Merci infiniment pour tous tes conseils, tous tes partages, toute cette valeur. À toutes les personnes qui nous écoutent, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci encore, Zora, pour ton temps et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheWall. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.